élément à rajouter. Alors, vous voulez de la thyroïdectomie ou de l'accouchement? Les deux. Les deux. Alors, les deux, ça va faire trop long. On va en passer un premier. Un peu de chaque, un peu de chaque. Allez, un peu de chaque. Allez, on va passer l'accouchement. Alors, attends, il faut que je le remette. Voilà, et je vais faire un partage d'écran. Est-ce que vous l'avez? Oui. Ouais. Alors, j'avance un tout petit peu. There are two types of that, primarily the methods of pain relief. Hypnosis is... Let's see, Betty. You're in your 6th month, aren't you? How would you like to have your baby under hypnosis? Well, I think I'd like it, Doctor. But you know, I really don't know a thing about hypnosis, except what I've seen on the television or in the movies, on the stage. Quoi? La vidéo est bloquée. On n'a pas de vidéo, là. On n'a pas la vidéo, on a le son, mais pas la vidéo. Ah, alors ça, c'est embêtant. Pourquoi vous n'avez pas la vidéo? Elle est bloquée, en fait, sur une image. Et okay. Le son se poursuit. On a la page de présentation. Alors, OK. Ah, ça y est, la tête apparaît. C'est mieux? Ça marche. OK. Does not have the hocus pocus that's used by stage entertainers. You see, they use the gestures and the staring of eyes for showmanship. You know, Doctor, I've heard that only weak-minded people can be hypnotized. Is that true? That's not true. As a matter of fact, it's much easier to hypnotize intelligent persons. You see, it's necessary for an individual to be able to concentrate before he can be hypnotized. Therefore, people of low intelligence are extremely difficult to hypnotize. Do you really think I'll be able to have a painless labor? That's a good question, Betty. At this point, I really can't tell you. However, in 2 out of 5 women, labor and delivery can be completely painless. In the remaining 3, the amount of drugs can be considerably reduced. You mean then, if I respond favorably, I won't need any drugs at all for pain relief? That's right. But, and this is important, if you should require drugs, they will be given to you. Of course, when Le son est coupé. From hypnosis. I believe that the so-called Reed method of natural childbirth is nothing but a mild form of hypnosis. States of confidence are established by the relaxing exercises and education in the birth process. These often can relieve the fear, tension, and pain that results in many patients. You know, this other method I read about mentioned something about relaxing exercises. Will I need that too? No, the relaxing exercises are not necessary because hypnosis produces complete relaxation for any part of the body, even anesthesia. Incidentally, there's something else I'd like to ask you. How many times do you hypnotize me? I generally start the hypnotic sessions at the 6th month, and they are repeated twice a month until term. What do I have to do exactly, Doctor, to cooperate in this procedure? All you have to do, Betty, is to pay attention to my suggestions. If I tell you that your eyes are getting heavy, you will say to yourself, my eyes are getting heavy. If I say to you that you cannot open your eyes, you will say to yourself, I cannot open my eyes. If I tell you that your legs are getting heavy, you will think that your legs are getting heavy. In other words, you must do everything that I tell you to do, and you are going to feel everything I ask you to feel. You must cooperate with me 100%. Well, that sounds simple enough. Is that all there is to it? That's all there is to it, Betty.
All you have to do is to follow the simple suggestions. If you can follow these, then you will be able to follow the more complicated suggestions, which are so necessary for pain relief. Remember, Betty, all that is necessary is implicit faith and confidence. Shall we begin? Yes, I'm very anxious to cooperate, and I hope I'll be a good patient. I think you will be an excellent patient. Alors, juste pour vous décrire, ça avait été scénarisé, hein, ce truc, hein, évidemment, on s'en doute un peu. L'idée, c'était de montrer comment on pouvait faire un pré-talk un peu général avec une patiente, sachant qu'elle présentait un petit peu aussi toutes les caractéristiques, on va dire, de l'américaine moyenne dans ces années-là, qui avait lu un peu à droite à gauche comment utiliser l'hypnose, etc. Il faut savoir que l'hypnose, dans les années 50, elle a très mauvaise presse. Voilà. Ce n'est pas comme maintenant. L'hypnose, c'était vraiment l'image de l'hypnose de spectacle. Donc, du coup, soit on expliquait ce qu'était l'hypnose et on devait, comme ça, comme on fait à l'heure actuelle, faire un pré-talk pour lever toutes les inhibitions, toutes les peurs, etc. Soit Dave Elman, lui, ne parlait même pas d'hypnose aux patients, parlait juste de relaxation médicale et faisait de l'hypnose évidemment profonde. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est de voir toutes les stratégies qu'il va utiliser déjà pour établir le rapport avec la patiente, répondre à ses questions, lui demander quelles sont ce qu'elle en sait, les inhibitions qu'elle a, etc., toutes les peurs. Et puis surtout, il lui explique bien qu'en fait, ça va être un entraînement. Il obtenait l'hypnoanesthésie en 6 sessions, ce qui, par mon expérience aussi au niveau de la chirurgie dentaire, est à peu près un standard, c'est-à-dire pour un patient pas entraîné du tout, 6 sessions, quel que soit le cas de figure, on arrive à obtenir la transe profonde somnambulique et on va obtenir l'hypnoanesthésie. Voilà. Après, il y a des virtuoses, hein, des patients qui, dès le premier rendez-vous, peuvent obtenir ça, mais c'est à peu près 20% des cas sont les mêmes qui vont monter sur scène en hypnose de spectacle. Voilà, donc ça va être des sujets dits somnambuliques. Après, pour les autres, c'est un entraînement. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, on est loin, et vous allez voir de toutes les stratégies qu'on voit à l'heure actuelle, quand on entend parler d'une opération sous hypnose, machin, c'est juste de l'hypnosédation. Là, c'est de l'hypnoanesthésie véritable, hein, c'est-à-dire il n'y a aucune chimie, tout simplement parce que la péridurale n'a pas été. Alors, vous allez voir l'induction, et vous allez voir, c'est intéressant parce que c'est vraiment une technique d'induction qui est très simple, mais qui est très efficace. Elle est basée sur les techniques hellmaniennes, catalepsie des muscles mineurs, catalepsie des muscles majeurs. Et ensuite, Kruger, dès qu'il obtient la catalepsie des muscles majeurs, principalement, il va le faire avec le bras tendu, à ce moment-là, il fait déjà les suggestions d'anesthésie. Now, Betty, I want you to fix your eyes at a point on the wall. Keep staring at that point on the wall and don't take your eyes off of it. Keep looking at it. You will soon notice that your eyes are going to get very heavy. Your lids are getting very tired. And it will feel so good to close your eyes. Your eyes are getting heavier and heavier. And you will soon close your eyes. At the count of 3, you will shut your eyes tight and you will be unable to open them. Your eyes are getting heavier and heavier. 1, your eyes are getting very tired. 2, your lids feel like they are getting heavier and heavier. 3, shut your eyes. No matter how hard you want to, you can't open your eyes. They are stuck together, tight, tighter and tighter. Your eyes are locked tight. Your eyes are shut tight, tighter and tighter. No matter how hard you try, you cannot open your eyes. You are going into a deep and profound state of relaxation where everything is getting blacker and blacker. And now you will feel your legs getting heavy. It will get heavier and heavier. And that heaviness is going up your entire body. Your entire body is getting very heavy. And you feel like you are in a profound and deep state of relaxation where everything is getting blacker and blacker. And now you will notice that your right arm is getting lighter and lighter. And at the count of 3, you will raise your right arm straight towards the ceiling. Exactly at the count of 3, you will raise your right arm straight towards the ceiling. 1, your right arm is getting lighter and lighter. 2, 3. Straighten it out. Spread your fingers apart.
Your right arm is anesthetic from your fingertips down to your shoulder. Your right arm is getting completely anesthetic and relaxed from your fingertips down to your shoulders. Now, your right arm is completely numb and anesthetic. Completely numb and anesthetic. I'm going to place the needle right through your arm and you won't feel a thing. You were completely relaxed. Your arm was completely numb and anesthetic. You didn't feel a thing, did you, Betty? Now I'm going to remove the needle and you still won't feel a thing. There was no bleeding. And now, Betty, at the count of 3, you will open your eyes and lower your right arm. And you will be sound in mind, sound in body, and sound in health. You will feel wonderful. 1, you can start lowering your right arm. 2, 3, open your eyes wide. You're a good patient. Alors, ce qui est intéressant, qu'est-ce qui vous semble pertinent dans ces techniques-là? Bah, après, c'est toujours pareil, hein, c'est avoir quoi. Moi, je vois bien où je suis en train de me renforcer par rapport à tes cours, c'est avoir le culot, moi j'appelle ça comme ça, le culot de croire en soi et finalement le culot de dire, ben voilà, tu sens plus rien parce que je te dis que tu sens plus rien et puisque plus je te parle, plus tu décides que tu sens plus rien et plus tu sens plus rien, plus tu sentiras rien. Et voilà, donc une espèce de phrase comme ça en disque. Et si on l'a dit dans cette certitude apaisée, c'est très impressionnant. Et donc là, c'est vrai que la vitesse d'induction pour planter une aiguille est quand même assez impressionnante. Et c'est vrai que faut de l'expérience, mais l'expérience ne sert qu'à renforcer le praticien en hypnose, parce qu'en face, c'est impressionnant comme finalement les gens te suivent. D'une part, et puis après, comme tu dis, le disque en boucle, en fait, un truc qui est très, très simple et efficace et puissant, c'est, on dit KISS, c'est-à-dire Keep it simple and short, c'est-à-dire des suggestions simples, courtes, mais répétées. Et ça, il y a vraiment cette notion de réflexe conditionnel qui est très, très important, qui vient de l'hypnose pavlovienne et qui est très efficace au niveau du subconscient. Et c'est souvent quelque chose qu'on oublie parce qu'on se dit, bon, répéter, etc., c'est fatigant. Et en fait, pas du tout, c'est très puissant. Et au plus on va vers la transe profonde somnambulique, l'intérêt, c'est qu'au plus on répète au début, au moins on aura à répéter par la suite, parce qu'on aura créé en fait toutes ces boucles comportementales et tous ces réflexes conditionnels, qui fait qu'ensuite, le jour de l'accouchement, il n'aura plus besoin de parler à sa patiente. Et ça, c'est quand même vraiment la puissance de l'hypnose krugerienne, c'est-à-dire ce conditionnement à la fois psychologique et physiologique du sujet pour développer de la transe profonde, implanter, il disait lui-même, des brain loops, c'est-à-dire des boucles cérébrales qui ensuite vont pouvoir être activées sur demande le jour de la chirurgie. Alors, je vous avance un peu la vidéo. Donc là, il teste l'hypnoanesthésie, arrive le jour de la chirurgie, enfin de l'accouchement, pardon, pas une chirurgie, et là, il la met en hypnose. Et donc, toujours la même technique avec la catalepsie du bras. Et là, elle se remet en fait en hypnose. Et je crois même de mémoire. Donc, elle a ses contractions. Et à un moment donné, il la sort de l'hypnose. Voilà, pour lui faire sentir les contractions qu'elle a. Parce qu'elle était vraiment en phase d'accoucher. Et il veut lui montrer justement la différence entre des contractions en état normal et des contractions ensuite contrôlées grâce à l'hypnose. J'avance un peu. Bon, et après, on voit l'image de l'accouchement, le bébé qui sort. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, pendant tout l'accouchement, elle a
le bras. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, parce que là, on est plutôt devant, mais elle a son bras qui est en l'air. Voilà. She is now being rehypnotized for the delivery of the placenta. Et ça, c'est une technique qui est beaucoup utilisée en chirurgie, c'est-à-dire, en fait, on va dire au patient, tant que vous avez le bras en l'air, tant que le bras est rigide, impossible à plier, ou bien on met les mains du patient comme ça, tant que les mains sont croisées, impossible à décroiser, ou bien tant que les paupières sont fermées, impossible à ouvrir, vous ne sentez rien. Et le patient, en fait, il teste. Et en fait, ce test sert à la fois d'élément de confirmation, de persuasion, et en même temps, c'est une technique très, très intéressante d'approfondissement. Est-ce que vous voulez que je vous montre l'autre vidéo? Oui, Allez. juste une question. En fait, ce qui est quand même impressionnant, c'est que il arrive quand même à avoir une patiente active, parce qu'après, si c'est pour faire un pansement ou une chirurgie, on demande une certaine passivité au patient dans son anesthésie, et là, il anesthésie le bras, ce qui lui anesthésie le bassin, quoi, tout le bas du corps, et en plus, il lui demande bien sûr de pousser, je suppose. Donc, c'est marrant, c'est en fait, ça, c'est vraiment la caractéristique de la transe somnambulique opposée à la transe stuporeuse, c'est-à-dire la transe stuporeuse, c'est vraiment la relaxation complète, alors que la transe somnambulique, c'est vraiment l'activation. Et donc, du fait de ça, en transe somnambulique, c'est la transe en fait de l'hypnose de spectacle, c'est-à-dire le sujet, il est très, très actif et il est dans un état d'hyperconcentration. En fait, c'est l'expression du subconscient. C'est pour ça que pour Kruger, la définition de la transe somnambulique totale, c'est fonctionnement du sujet, les yeux ouverts. Et donc, ce n'est pas une hypnose, il va utiliser des éléments de relaxation dans son hypnose, ce qu'on appelle des deepeners, c'est-à-dire détendez le corps, détendez l'esprit, etc., du fractionnement, enfin toutes les techniques d'approfondissement. Mais par contre, c'est vraiment ce que tu obtiens, c'est vraiment ce que tu cherches en hypnose holménienne, c'est vraiment de la transe somnambulique, c'est-à-dire le patient, tu lui dis ouvrez les yeux, mettez-vous debout, tournez-vous, fermez-le. Enfin, il est pas du tout flagada, quoi. Alors, j'avance celui-là. Et donc là, préparation pour une. Alors, c'est la toute première vidéo qu'il a faite. Est-ce que vous la voyez ou pas, ou je la mets en plus petit? Voilà. Alors, attends, je vais faire comme ça. C'est parfait. Voilà. Et là, donc, c'est une thyroïdectomie. Will require surgery. With Mrs. Westwood's permission, I would like to demonstrate an indirect permissive technique. Alors là, c'est intéressant. Now, Roberta, would you mind? Parce qu'il va faire une hypnose avec ce qu'il appelle une technique indirecte. Alors en fait, ce n'est pas vraiment une suggestion indirecte, c'est, on va dire, une méthode indirecte où à chaque fois, il dit au patient, si vous voulez approfondir l'hypnose, vous pouvez faire ça. Si vous voulez, etc. Ce qu'on appelle des suggestions directes permissives. Mais la méthode, elle est indirecte parce qu'on demande au patient de faire le job. Looking straight above you, right above your forehead at a nice spot on the ceiling. Just pick out a nice spot on the ceiling and keep looking at that spot. And you will notice, Roberta, that your eyes will get very, very heavy. And they're beginning to blink, which is a good sign. They're getting heavier and heavier. And if you really want to go into a nice, deep, soothing state of relaxation, you can close your eyes whenever you'd like to. That's fine. And now, if you really want to go deeper, just let your eyeballs roll up into the back of your head. And as your eyeballs roll up into the back of your head, you can feel yourself going deeper and deeper relaxed with every breath you take. And if you would like to go deeper yet, just start counting backwards from 100 to 0. And with each number that you count and with each breath that you take, you will go deeper and deeper relaxed. And if you would like to go deeper, Roberta, all you have to do is to raise one of the fingers on either your left hand or your right hand in the air. And you will notice that one of the fingers on the left hand or the right hand is going to get lighter than all the others. It can be the little finger of the right hand, or it can be the middle finger of the left hand, or it can be the ring finger of the left hand. And now the left hand is beginning to lift. It's lifting, 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 lifting.
And as it lifts higher and higher, you go deeper and deeper relaxed. With every breath you take, you go deeper and deeper relaxed. And now you will notice that the fingers will straighten out, stiff and rigid, just as stiff and rigid as an iron bar. Now, Roberta, if you would like to go still deeper, it's really so easy to let yourself go into a nice, deep, pleasant state of relaxation. At the count of 3, you can just let your arm drop slowly to your side. And with each descent of the arm downward, you will go deeper and deeper relaxed. 1, 2, 3. Going deeper and deeper relaxed. Arm dropping. You're dropping deeper and deeper relaxed. Your whole body is so heavy as you feel yourself just floating away. And you're doing fine, going into a nice, deep, pleasant, soothing state of relaxation where every muscle, every fiber in your body is going deeper and deeper relaxed. Deeper and deeper relaxed. And you can just let the arm drop right into your lap. That's right. Complete relaxation. Now, Roberta, I'm going to give you a signal, and you'll never forget it. Anytime that I touch your left shoulder like this will be a cue that you will alert yourself, opening your eyes, feeling wonderful without a headache, and feeling just grand. Anytime I touch your right shoulder like this, with your permission, and I can't even do it unless you want me to, that will be a signal for you to go into a deep hypnotic state. And now, Roberta, you're going to go into a deep hypnotic state, way down, deeper and deeper. And I'm going to produce love anesthesia for you. I'm going to stroke this hand, and it's going to get numb, heavy, and wooden-like. And when you're sure that this hand has become numb and heavy and wooden-like, just like your gums would feel as when a dentist has injected Novocaine, that numb, heavy, wooden-like feeling, you will then transfer this anesthesia to your neck. As soon as you feel this numb, heavy, wooden feeling, transfer the anesthesia to your neck and then press your palm of your left hand close to your neck. And then when you're certain that that anesthesia has been transferred from the hand to the neck, you will then drop your hand and your arm. You're going deeper and deeper relaxed with every breath you take. And you can just feel that numbness being transferred from the hand to the neck. That's fine, just fine. That's good. And now, you're doing just fine. I'm going to give you the signal to alert yourself, feeling wonderful, no headache. Voilà, donc ça, c'était la technique d'induction. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que à la fois, c'est toujours de la suggestion directe, mais permissible. C'est-à-dire, vous pouvez vous laisser aller à, si vous souhaitez, approfondir cet état, etc. Mais par contre, la méthode est toujours indirecte. C'est-à-dire, on demande au patient de faire le job et de contrôler. Et après, ce qui est très intéressant, et on pourrait l'avoir plusieurs fois, c'est qu'en fait, quand on veut développer comme ça de la transe somnambulique, et ça vient de l'hypnose de spectacle, on franchit en fait pas à pas chaque phénomène hypnotique qu'a souligné Marc, c'est-à-dire au début phénomène très simple de catalepsie des paupières. Ensuite, souvent, il va enchaîner sur des mouvements soit idéomoteurs, soit une lévitation. Ensuite, il va enchaîner sur une catalepsie rigide, etc. Ça peut être aussi une catalepsie molle chez Hellman, mais l'idée, c'est d'avoir une catalepsie des muscles majeurs. Et après, il va enchaîner soit une technique, là, il l'a fait à un moment donné rapidement, d'amnésie, soit une technique directement pour produire l'anesthésie. Par contre, si vous avez bien remarqué, c'est pour ça qu'il insiste, c'est qu'à chaque fois qu'on a un phénomène hypnotique, avant de passer au suivant, il fait toujours, est-ce que vous avez vu ou pas, une technique d'approfondissement en fait. D'assurance, j'allais dire, oui. Exactement. C'est-à-dire à chaque fois, avant de… Ça vient de l'hypnose de spectacle. Chaque fois quand tu fais de l'hypnose de spectacle, tu fais un phénomène, les mains sont collées, ouvre les yeux, tu dors encore plus.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut diminuer progressivement. Pour aller vers la transe somnambulique, il faut créer des phénomènes hypnotiques, mais en même temps, il faut diminuer et ralentir le conscient au niveau du corps et au niveau de l'esprit pour que le subconscient puisse s'amplifier et émerger. Et donc, si vous regardez la vidéo à nouveau, et je vous enverrai le lien parce que tout a été enregistré, vous verrez qu'à chaque stratégie en fait, de phénomène hypnotique qu'il a manifesté, il va faire un deepener, c'est-à-dire une technique d'approfondissement. Et il veut relâcher la patiente, non pas pour la relâcher et aller vers une transe de relaxation, style transe profonde stuporeuse, style S-Dale, etc. Mais au contraire, il veut hyper activer le subconscient et aller dans la transe profonde somnambulique. Mais pour faire ça, la vraie stratégie la plus simple et la plus rapide, c'est d'alterner en fait des phénomènes hypnotiques avec des deepeners. Et c'est la stratégie que faisait Hellman, puisque l'induction de Dave Hellman est basée sur ce principe-là. Alors ensuite, je vous passe un peu les détails. Donc là, elle s'est entraînée une première fois, une deuxième fois, voilà. Alors là, ils vont, ça c'est assez étonnant, c'est la première fois que je vois ça, simuler l'intervention avec elle et avec le chirurgien. Voilà, c'est-à-dire en auto-hypnose, elle se met en auto-hypnose et il lui dit, voilà, vous allez sentir qu'on appuie à tel endroit, et il lui passe les instruments pour l'habituer. Et après, le jour de l'intervention, donc elle a appris, alors vous avez vu la technique, alors il y a une petite subtilité, c'est que il lui dit, quand il a fait l'induction au début dans son bureau, il lui dit, maintenant je vais vous apprendre la technique du glove anesthesia. Et la glove anesthesia, ce qu'on appelle l'anesthésie du gant, en fait, c'est une technique qui date de ces années-là, qui avait été décrite par un pédiatre et qui n'a rien à voir avec le fait d'enfiler un gant. Ça a été très mal compris et mal traduit en France. En fait, ce pédiatre, il avait dit, quand on obtient l'anesthésie hypnotique dans la main, elle se répand dans toute la main. Et c'est comme si la main était dans un gant d'anesthésique. Pourquoi? Parce qu'anesthésier tous les nerfs de la main, c'est assez compliqué au niveau chirurgical. Et donc, ce terme de glove anesthesia est resté. Mais en fait, quand on crée la suggestion pour faire le glove anesthesia, qui est utile ensuite pour des techniques d'hypnoanalgésie, hypnoanesthésie, ou pour des patients qui ont des douleurs, l'astuce, ce n'est pas de dire vous enfilez un gant, de quelle couleur, de machin. Non, l'astuce, c'est de dire je vais toucher votre main, et là, il caresse la main, et vous allez sentir la sensation d'engourdissement et d'endormissement venir. Et quand vous êtes sûr de cette sensation-là, la main se met à se lever. Donc, en fait, ce qui est toujours intéressant dans les stratégies de Kruger, c'est que c'est toujours de la suggestion directe, mais c'est une méthode indirecte. On attend que le patient fasse le job au niveau du subconscient, au niveau du corps, de l'esprit, et qu'il valide lui-même les stratégies utilisées pour qu'ensuite, son subconscient, en fait, de plus en plus, soit ce qu'on appelle le boss. C'est-à-dire, c'est plus le conscient qui gouverne les mouvements, qui gouverne le corps et l'esprit, mais c'est le subconscient qui a pris le dessus. Et vous allez voir que dans la définition de la transe profonde somnambulique, on valide ça par des phénomènes d'amnésie classiquement ou par des phénomènes d'hypnoanesthésie ou d'hypnoanalgésie. Là, on sait qu'on a déjà le somnambulisme. Par contre, ce dont nous avez parlé, Marc, tout à l'heure, c'est la transe profonde somnambulique complète où le patient a les yeux ouverts et il a un fonctionnement totalement adapté à l'environnement, mais par contre uniquement à un niveau de réponse du subconscient. Il n'y a plus de conscient, en fait. Et on va voir vraiment ce que c'est, c'est-à-dire là, la patiente se remet en salle de chirurgie. Elle fait sa catalepsie. Ensuite, elle redescend et la suggestion, c'est au fur et à mesure que le bras descend, je vais encore plus bas, plus loin, en hypnose. Et après, elle fait la technique du glove anesthesia et elle a appris en auto-hypnose. But she indicated that she preferred the glove anesthesia method. This illustrates that patients, even in a deep hypnotic state, are not dominated by the hypnotherapist. After the self-administered anesthesia of the neck, the Et là, ce qui est intéressant, c'est elle a tellement été entraînée qu'en fait, il a créé en transe profonde somnambulique toutes ces boucles cérébrales pour que ce soit automatisé. Le jour de l'intervention, elle arrive à le faire toute seule.
ce qu'elle a choisi d'ailleurs, parce que dans le commentaire, ils disent on lui propose que ce soit l'hypnothérapeute qui soit là, qui fasse et qui produise l'hypnoanesthésie, et elle a choisi, elle, de le faire elle-même. Therapist induced a rigid catalepsy of the entire body. This caused peripheral constriction and some splanchnic dilatation. The resulting reduction in bleeding from the skin is believed to be caused by capillary vasospasm. Là, il crée une catalepsie rigide du corps, pas qu'elle bouge en même temps pour créer une vasoconstriction. Et après, la patiente, elle est The opérée. nurse attendant was an anesthetist, so that chemoanesthesia could be used if hypnosis should fail. Roberta was kept informed of each step of the operation. No superficial bleeders had to be tied off during the incision. The surgeon expressed the opinion that there was far less than the usual amount of bleeding for this type of procedure. Roberta was fully conscious during the operation and talked with the surgical team frequently, but at no time did she show signs of pain. This is the result of the earlier conditioning, which blocks the neurophysiologic pathways that transfer the painful afferent impulses. Despite the unfamiliar faces, surroundings, and sounds, the patient's fear of the unknown had been eliminated and the pain threshold raised. Là, la thyroïdectomie est réalisée. Et après, ce qui est intéressant, c'est… Qu'est-ce qu'elle fait la patiente pendant ce temps? Elle ne fait rien. Non, Elle je fait dis rien pas- et surtout, personne ne parle. Ouais. Parce qu'en fait, ce n'est pas de l'hypnosédation. C'est-à-dire, en fait, elle est juste là à se concentrer sur… D'accord. Alors, il lui a fait… En les techniques d'hypnoanesthésie, c'est tu dis plus les sens, tu crées une boucle et tu dis plus les sensations sont présentes dans la zone qui est endormie, plus je descends plus bas, plus loin, plus bas, plus loin, et tu te répètes ça en boucle, tout simplement. En fait, une des caractéristiques de la transe profonde somnambulique, et ça on l'a souvent oublié, et c'est un truc vieux comme le monde, c'est les théories de Bread sur le monoïdéisme. C'est-à-dire en état de conscience normale, le conscient, il se balade d'une idée à l'autre, alors que la capacité de la transe profonde, c'est le monoïdéisme, c'est-à-dire d'attacher l'idée du mental, d'attacher le mental sur une seule idée. Et cette seule idée suggérée que la patiente se répète en boucle, ça va être, et qui a été implantée par le thérapeute, ça veut dire plus les sensations sont présentes, plus je vais plus bas, plus loin, et je sens rien. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est rien à voir avec ce qu'on voit à l'heure actuelle d'hypnosédation où on parle aux personnes, on dit tu vas à la plage, blablabla, bla, 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 et puis on lui fout un masque, on lui met de l'anesthésie. Non, là, c'est vraiment de l'hypno-anesthésie, il n'y a pas de chimie. C'est pour ça En que fait, c'est tu spectaculaire à crées… voir. Et après, vous allez voir, donc là, elle se réveille toute seule. Et après, vous allez voir, ça, c'est intéressant. On la met dans un fauteuil. There are other post-operative advantages. Before leaving the operating room, Roberta, again hypnotized, was given suggestions that she would be able to eat, sleep, and swallow without difficulty. Et là, regardez les yeux. Et ça, c'est très, très, très caractéristique des sujets en transe somnambulique profonde totale, c'est-à-dire ils ont un regard fixe, complètement détaché de l'environnement. Et là, il lui fait plein de suggestions thérapeutiques, de guérison, d'activation biologique, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement lors des chirurgies en post-op parce que c'est vraiment quelque chose qui est très efficace. Et puis surtout, à ce niveau-là d'hypnose, c'est pris Post-hypnotic directement par le suggestion offers subconscient. real advantages in the post-operative control of vomiting, gagging, and coughing. Also, subjects who enter the hypnotic state readily can be relieved of pain in a matter of seconds. The patient was returned to her room in excellent condition. Et voilà. Alors, je finis. Hop. On dirait au-delà du réel. Partage. Hein? Au-delà du réel, quand on Ah, était ben petit. c'est beau, hein, c'est chouette, hein, c'est intéressant ces techniques-là. Après, au niveau opératoire, à mon sens, tu peux les apprendre pour comprendre comment fonctionne
la transe profonde somnambulique. Après, l'idée et l'approche que j'en ai par rapport à la pratique opératoire dentaire, c'est que tu ne peux pas le faire pour tous les patients. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand je fais de l'hypnose, on me dit « Ah bah oui, c'est bien, vous n'utilisez pas d'anesthésie. » Et en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire, si le patient il est hyper réceptif, ben oui, tu pourras évidemment faire tout sans anesthésie, peut-être du premier coup, parce que ça marchera. Mais sinon, par contre, c'est toujours un apprentissage. Et aussi, il faut savoir que l'hypnoanesthésie, c'est expérimental. C'est-à-dire, c'est le patient qui le demande. Voilà. Sinon, ça crée des inhibitions. Si tu dis à un patient, venez chez moi, je vous opère, mais il n'y a pas d'anesthésie, je fais que de l'hypnose, personne ne va aller en transe profonde somnambulique pour créer ce phénomène d'hypnoanesthésie. On est bien d'accord. Il faut que ce soit le patient qui ait cette demande et cette motivation-là. Voilà. Après, l'hypnoanalgésie, c'est différent. L'hypnoanalgésie, on l'obtient très facilement, très rapidement, et on peut faire plein de trucs. Et l'hypnoanesthésie véritable, comme ça, chirurgicale, que ce soit pour des dents de sagesse, pour des implants, pour des trucs, enfin, dans ma partie dentaire, mais qui est exactement le même principe que l'hypnoanesthésie chirurgicale, ça nécessite de l'entraînement et de la transe profonde somnambulique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte pour cette première session sur Kruger? Question pratique, Brice, justement. Donc, tu as quelqu'un qui vient te demander de s'entraîner à pouvoir être en hypno-anesthésie. Ouais. Ton cours, c'est quoi? C'est de dire, bah voilà, on va se faire 6 séances, c'est la moyenne que je vois. C'est de dire, et puis vous allez vous entraîner tous les jours pendant un quart d'heure, ou c'est de dire, bah, je vais voir aujourd'hui comment ça fonctionne. En pratique, tu fais quoi face à une telle demande? Alors, déjà, il faut savoir, enfin, tout le monde peut répondre. Moi, personnellement, si tu veux, je vois 2 applications de ça. La demande pour de l'hypnoanesthésie, c'est un patient qui a des douleurs. Okay. Première indication, qui a des douleurs chroniques et qui veut apprendre à s'auto-soulager lui-même. Donc déjà, première indication, c'est référence médicale, c'est-à-dire diagnostic, etc. Tu ne fais pas du traitement de la douleur sans avoir fait tous les examens et toute l'imagerie médicale nécessaire avant de gérer la douleur. Petite anecdote, il y avait une hypno en France là, il y a 5-6 ans, là, médecin en plus, qui était très doué en auto-hypnose, qui s'était entraîné, qui avait régulièrement des migraines. Et puis, étant médecin, elle n'avait pas le temps de faire les examens médicaux, les machins, et elle est morte d'un cancer du cerveau. Donc, il faut savoir que la douleur, c'est quand même un signal. Voilà. Et s'il y a de la douleur, ça demande d'être investigué avant d'être traité. Après, tu peux avoir une demande spécifique. Je pense par exemple à quelqu'un qui veut se faire opérer ou bien à des femmes enceintes, etc., et qui veulent travailler les techniques d'hypnoanesthésie. À ce moment-là, le plus simple, en fait, ça va être de faire des trainings comme faisait Kruger, tout simplement, où tu apprends à la personne en fait 2 choses. La production des phénomènes hypnotiques jusqu'à l'obtention de l'hypnoanesthésie véritable. Voilà. Et puis surtout, tu apprends l'auto-hypnose. Et l'auto-hypnose, la technique la plus simple, en fait, ça va être de lui faire, il explique, et c'est la technique qu'on utilise au cabinet, tu dis à la personne juste avant de l'émerger, voilà, ouvrez les yeux, par exemple, moi je fais ça comme ça, regardez vos 2 doigts, ok, regardez le pouce et l'index, fixez l'espace entre les 2 doigts. Quand les 2 doigts se touchent, vous partez en hypnose profonde et vous retrouvez l'état dans lequel vous avez été. Tu le fais 3 fois avant l'émerge et après tu le fais 3 fois après l'émerge. Comme ça, tu crées des boucles comportementales et surtout, le patient, tu valides qu'il arrive bien à le faire tout seul. Après, la fréquence de travail pour le patient, je vais te donner une idée, par exemple. Moi, je voulais m'entraîner pour… Alors, aux États-Unis, là, j'ai une amie hypno qui s'était fait faire les dents de sagesse en auto-hypnose. Okay. Donc, elle m'avait dit ça m'avait pris plusieurs mois d'entraînement. John Butler, en Angleterre, qui est un praticien aussi, lui s'était fait faire une chirurgie abdominale en auto-hypnose, etc. Et pareil, il m'avait dit ça prenait plusieurs mois. Et moi, je voulais m'entraîner pour voir ça. Donc, j'avais fait le test à la fac, etc., avec les clamps, les trucs. Mais bon, les clamps, c'est pour moi de l'hypnoanalgésie. Ce n'est pas vraiment de l'hypnoanesthésie. Donc, je voulais m'entraîner pour l'hypnoanesthésie véritable. Bon, je n'ai pas de chirurgie à faire, etc. Donc, je me suis entraîné avec les aiguilles. Tu sais, les aiguilles de fakir. Pour obtenir l'hypnoanesthésie du bras ou de la joue, ça m'a pris quand même à peu près 2-3 mois d'auto-hypnose. Tous les jours.
Alors, pas tous les jours, mais quand même régulièrement, c'est-à-dire tous les 2-3 jours, 5-10 minutes, tu vois, où tu t'entraînes à devenir tellement suggestible que tu développes les phénomènes hypnotiques. Mais exactement comme tu t'entraînerais à obtenir une lévitation ou un bras rigide, ou tu vois, c'est du même ordre, hein. C'est vraiment, en fait, tu t'entraînes à devenir de plus en plus suggestible. Donc, pour un patient qui vient comme ça, qui a une demande comme ça, si c'est pour de la douleur, tu vas lui développer, par exemple, une technique pour qu'il puisse ensuite faire le glove anesthésia et le déplacer sur une zone douloureuse, si c'est le dos, etc. Mais toujours en ayant bien pris soin d'avoir des références médicales. Et si, par contre, c'est en vue d'une chirurgie, en vue d'un accouchement, en vue d'un truc, à ce moment-là, il faut au moins 5-6 sessions. Et après, par contre, souvent, à cette époque, ça ne se faisait pas, mais maintenant, souvent, les personnes donnent aux patients un audio. Voilà, un audio d'entraînement en auto-hypnose, ça recrée un ancrage, ça motive les patients, etc. Après, le principe de l'auto-hypnose, tu le sais, c'est pas longtemps, mais régulier. C'est comme un muscle, hein. Tu l'entraînes fréquemment. Voilà. Là, je ne sais pas, c'est-à-dire ça fait longtemps que je n'ai plus fait ces trucs-là, ces démos. Donc, il faudrait voir si je retrouve les sensations qui viennent. Mais par contre, un truc qui est très intéressant, c'est que tout ça, ça doit être fait dans le lâcher-prise. C'est-à-dire, si tu cherches à obtenir consciemment l'anesthésie, enfin, ou si ton état d'esprit, c'est « je veux obtenir l'anesthésie de la main », tu ne l'auras jamais. Il faut « je laisse venir les sensations à moi d'anesthésie et quand je suis sûr que c'est bien endormi, bien engourdi, je le sens, ok, là je l'ai. À ce moment-là, je sais que je ne sens plus rien par rapport à l'autre main et à ce moment-là, je le transfère. » Et tu le transfères comme ça, tu n'as pas besoin de toucher, de caresser, etc. Ça, c'est les phénomènes hypnotiques. Une fois qu'ils sont captés par le subconscient, ils sont transférables d'une partie de l'autre au corps directement. Voilà. Mais après, c'est intéressant aussi d'avoir une lévitation. En qui est contact, tu veux dire? Tu fais ça, ça transfère? Ben oui, parce que quand tu fais par exemple en street une catalepsie des mains, si tu as la catalepsie des mains, tu dis 1, 2, 3, les pieds sont collés, les pieds sont collés. Tu n'as pas besoin de toucher tes pieds, tu vois. Dès que ton subconscient il a compris comment fonctionnait un phénomène hypnotique, tu peux le transférer partout dans le corps, sans le toucher en fait. Mais ça, tu vois, là, je l'ai fait il n'y a pas plus tard que vendredi dernier sur une personne qui avait mal à une dent. Alors, ça fait 1 an et demi qu'elle avait vu plusieurs dentistes, que tout le monde disait qu'elle n'avait rien. J'adore cette expression. Elle souffrait énormément de la dent au point de se mettre tout le temps une pommade anesthésiante. Donc, tous les examens avaient été faits et donc, comme je l'avais accompagnée pour arrêter de fumer, elle a eu cette idée. Et donc, j'ai utilisé la main anesthésiante et donc je l'ai fait toucher, mais je lui ai demandé comment ça se passait pour que sa main soit anesthésiée. Et donc, c'était pratique parce que comme elle utilisait tout le temps une pommade anesthésiante, déjà, on supposait que le bout du doigt était déjà anesthésié. Donc, ce n'était pas difficile de continuer à ce que la pommade anesthésiante anesthésie la main. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est-à-dire que consciemment, je lui ai demandé comment elle voyait l'intervention idéale de sa dent. Donc, elle m'a raconté que dans l'idéal, elle aimerait une substance antalgique ou anesthésique plutôt alors je lui ai demandé quelle couleur, etc. Ensuite, elle sentait sa dent poreuse alors qu'elle n'était pas poreuse. Et donc là, on a fait une séance, mais bon, c'est souvent que j'utilise cette technique de main parce qu'on a tous appris évidemment et la transférer. Mais moi, il me semble que déjà, dès la première séance, ça fonctionne en fait. On n'a pas besoin de s'entraîner 6 fois sur une personne. Alors, entièrement d'accord, c'est-à-dire ça peut fonctionner directement. Après, pour des préparations chirurgicales comme ça, d'accord. Il faut vraiment un niveau de transe plus profond. Par contre, un truc que tu soulignes qui est très intéressant, et c'est vraiment dans cette approche de Kruger, c'est ce qu'il appelle l'idéosensation. C'est-à-dire pour créer, souvent on parle d'idéomotricité, c'est-à-dire tu donnes une idée et tu as une réaction motrice, mais l'idéosensation, c'est quelque chose qui est souvent mal comprise. Et en fait, ça va être de proposer au patient de retrouver une sensation qu'il connaît, qu'il a déjà expérimentée dans son corps, et demander à son subconscient de la manifester dans le doigt, etc. Et c'est pour ça que ce qui est toujours intéressant dans cette approche-là, c'est de demander au sujet, en fait, qu'est-ce qui pourrait endormir, comme tu l'as fait, qu'est-ce qui pourrait endormir votre main? Alors, pour certains, ça peut être de la glace. Pour d'autres, ça peut être des sensations de fourmis dans la main. Pour d'autres, ça peut être je mets ma main sous un oreiller.
D'autres, ça va être ma main devient du bois ou de la pierre. En fait, c'est leur subconscient qui va lui-même te donner la métaphore qui lui convient le mieux. Et ça, c'est toujours une approche même très simple à faire, même dans les tests. Tu sais, quand tu dis, voilà, genre ballon libre, tu vois, tu dis qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette main pour la rendre très, très lourde et dans cette main pour la rendre très légère. Et en fait, tu donnes aux patients des idées, tu lui dis on peut mettre des livres, des pierres, des cailloux, de l'autre côté on peut mettre une plume, un nuage, un oiseau. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Voilà. Et au plus tu impliques et tu sollicites les stratégies imaginaires et subconscientes du patient, au plus tu lui demandes en fait lui-même de formuler sa propre métaphore et évidemment au plus c'est efficace. Et après, comme tu l'as fait, tu peux jouer sur les sous-modalités, c'est-à-dire quelle couleur, vous en mettez combien, c'est toutes les stratégies, on va dire, de sous-modalités de la PNL pour activer l'imaginaire. Mais ça, oui, ça fonctionne vraiment bien ce matin. Bien sûr. C'était une personne qui avait une migraine et c'était le même principe. Et elle m'a dit, moi, quand j'ai une migraine, ce qui me va le mieux, c'est que je vais chercher ce gel glacé dans mon congélateur. Donc, pareil, la main, ouais, en effet, elle était glacée ce matin. Mais c'est vrai que c'est le sujet qui nous amène vraiment toute la stratégie et c'est ça qui est efficace. Tout à fait. Et puis aussi, il y a un truc, toutes ces approches-là, elles sont hypnotiques, c'est-à-dire elles sont toujours basées sur l'imagination, premièrement, deuxièmement, la suggestion et troisièmement, la croyance. Et la croyance du sujet, c'est si sa croyance à lui personnelle, c'est que le gel bleu anesthésiant, ça lui calme sa douleur, ben c'est ça qui va marcher en fait. Exactement. Pascal, tu as levé la main, Pascal? En fait, oui, je baisse ma main. En fait, même si c'est moi qui ai répondu, j'ai mal compris ce que c'était les Doppler. Donc, tu crées une boucle. Ce qui, pour moi, entre guillemets, c'est comme tu l'as dit, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire que tu lui demandes de pédaler. Alors, du coup, il est obligé de lâcher la prise du même système. Donc, il crée la boucle. Et une fois que tu as créé la boucle, pour passer à une autre boucle, tu fais un deeper. Mais sinon, j'ai mal compris ce que c'est ce qu'on appelle un deepener, c'est une technique d'approfondissement. En fait, en hypnose, il y a deux types de transe. Il y a une transe, pour simplifier, de relaxation. D'accord ? Tu fais une induction et ensuite, tu approfondis le sujet progressivement. Dans ces techniques-là, tu peux lui dire sur chaque expiration, vous allez encore plus bas, plus loin, plus profond, ou bien tu peux faire des techniques de fractionnement, ouvrez les yeux à chaque fois que vous refermez, vous allez encore plus profondément en hypnose, ou bien tu peux faire des techniques, ce qu'on appelle des deepeners, c'est-à-dire des techniques d'approfondissement, il y en a des centaines et des centaines. C'est très simple à comprendre, il faut souvent lier une suggestion physiologique à une suggestion psychologique qui indique un état de descente. Voilà. Tu peux dire, imaginez une métaphore, qu'est-ce qui vous permet de descendre? C'est la fameuse boucle alors. Voilà, c'est ça. Plus un escalier, un machin. Plus ton bras est tendu, plus tu descends. Voilà, par exemple, ou bien tu fais une catalepsie, ton bras il est rigide et au fur et à mesure que ton bras descend à son rythme, il t'entraîne plus loin, plus bas, plus profondément dans la transe. En fait, l'idée, c'est que ton patient… Mais c'est quoi la différence entre un deepener et une boucle? En fait, c'est pareil. Alors, en fait, je vais t'expliquer. En fait, l'idée, si tu veux, c'est que un deepener, une technique d'approfondissement, le but, c'est que ton patient, quand il démarre, son conscient, il est comme ça. Oui. Quand je dis conscient, c'est au niveau du corps et de l'esprit. Et le but de ces stratégies-là, c'est en fait de diminuer le conscient pour aller vers ce qu'on appelle de l'hypnosédation. Voilà. L'état le plus bas, c'est l'état SDL, c'est-à-dire l'état où tu as débranché les fils, le corps et l'esprit, où tu flottes et tu es super relaxé, tu ne sens même plus ton corps, etc. Ça, c'est des stratégies qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas utiles thérapeutiquement pour deux raisons. La première, c'est que d'un point de vue opératoire, le patient, c'est comme une plante verte et donc tu as du mal à lui faire ouvrir la bouche, le faire se déplacer, etc. Il est tout mou, ce n'est pas pratique. Et puis la deuxième aussi, c'est que d'un point de vue thérapeutique, le subconscient n'est pas activé. Donc, il n'a pas du tout envie de répondre à la suggestion et il a juste envie de rester dans cet état-là et qu'on ne l'embête pas. Voilà. Donc, c'est une transe qui est très particulière et qu'on va réserver à des cas particuliers, genre burn-out, genre des douleurs chroniques invalidantes, où on met le patient, entre guillemets, au parking, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est de la sédation, en fait. Hein, voilà. Historiquement, quand c'était utilisé au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, c'était des techniques qui étaient utilisées, et même qui remontent avant à des techniques beaucoup plus anciennes utilisées dans les temples du sommeil, où on maintenait les patients dans ces états-là pendant 2-3 semaines, voire 1 mois.
Et en fait, ça reproduit des conditions d'anesthésie générale qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire d'hypnosédation très profonde. Alors, en hypnose thérapeutique, hypnose médicale et hypnose opératoire, on ne va pas s'orienter sur ce type de transe parce que, en fait, le sujet, son subconscient, il ne s'active pas. Donc, déjà, on ne peut pas travailler. Il y a plein de techniques qu'on ne peut pas faire, de la régression, de la parthérapie, des machins, etc. Parce qu'il n'a pas envie qu'on l'embête, en fait. Donc, déjà, ça ne va pas nous intéresser. Mais surtout, même, on ne va pas avoir le but des phénomènes hypnotiques, ce n'est pas de faire des phénomènes hypnotiques, ce n'est pas d'avoir un bras rigide, c'est justement de valider le niveau de transe, mais ensuite de pouvoir utiliser ces stratégies-là, soit au niveau de la thérapie, soit au niveau opératoire. Donc, l'idée, c'est en fait pour obtenir cette transe somnambulique, qui est une transe d'activation, où tu pars du subconscient qui est diminué et que tu vas amplifier progressivement au niveau du corps et de l'esprit. Si tu ne peux pas le faire comme ça, ou bien il faut des sujets qui sont dits somnambuliques et qui vont très très vite dans cet état-là. Donc, pour aller dans cet état-là, il ne faut pas qu'il y ait d'interférence du conscient. Et donc, c'est pour ça que les stratégies en fait, qui visent à développer de la transe somnambulique, à chaque fois, vont utiliser des techniques issues du premier type de transe de relaxation, pour petit à petit diminuer le conscient. Tu me suis ou pas? Oui. Et en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois que tu fais un phénomène hypnotique, immédiatement, tu vas faire un approfondissement pour, entre guillemets, qu'il y ait moins de conscient. Et comme il y aura moins de conscient, ça permettra au subconscient d'émerger plus facilement. Voilà. C'est le même principe que l'écriture automatique. C'est-à-dire l'écriture automatique, parce que Marc, il en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas évident à obtenir. Et une fois que tu l'as obtenu, en fait, c'est vraiment une activité automatique du subconscient qui s'exprime à travers le bras, mais intelligente, ce n'est pas que motrice. C'est-à-dire, il y a vraiment, entre guillemets, le subconscient qui répond directement sans qu'il y ait de conscient. Et si tu veux bien l'obtenir rapidement, tu es obligé de diminuer le conscient. Il sera toujours là en tant que spectateur, observateur de ce qui se passe, mais par contre, il ne va pas interférer dans le sens du jugement. Voilà. Et c'est ça qui est important, en fait. Il y a toujours du conscient, mais on ne veut pas qu'il y ait de facteur critique. Le facteur critique, c'est ce qui va juger, qui va dire cette suggestion, elle est bonne, elle n'est pas bonne, celle-là, je la prends, je ne la prends pas, c'est chaud, c'est froid, ça ne me plaît pas, c'est j'ai mal, j'ai pas mal, etc. Donc, c'est pour ça que dans ces hypnoses médicales de ces années-là, beaucoup de stratégies qui sont utilisées sont modélisées à la base sur des stratégies en fait, qui viennent de l'hypnose de spectacle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de techniques physiques. Et le patient, il n'est jamais, entre guillemets, assis dans le fauteuil comme un yaourt à qui tu parles pendant 1 heure et il ne bouge pas et tu ne sais pas ce qui se passe. Non, au contraire, on lui demande beaucoup de bouger. Et ça a été repris ensuite, tu vois, par Rossi ou des trucs comme ça, où toute l'approche idéomotrice, ce n'est pas que bouger un doigt, mais c'est bouger toute une main, tout le corps pour symboliser, métaphoriser je sais pas, l'acceptation ou bien trouver des ressources ou trouver le problème, etc. Tu vois. Et en fait, l'hypnose de transe somnambulique, c'est vraiment cette hypnose-là. Et la profondeur de transe, dans ces cas-là, ce n'est pas quelque chose que tu recherches pour la profondeur, mais c'est juste un moyen de pouvoir utiliser des techniques. Je te donne une idée. Par exemple, Marc, tout à l'heure, il parlait dans le PowerPoint des techniques de régression. Technique de régression, c'est une technique très puissante en hypnose qu'on utilise beaucoup. Le but, c'est de trouver la cause et de désensibiliser la cause. Si tu es en transe de relaxation, tu n'auras jamais de revivification. Au mieux, tu auras une remémorisation, mais le patient ne revivra pas la scène comme s'il y était la première fois. Parce que tu n'as pas accès à cette fonction mnésique. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de la transe profonde. Et donc, l'intérêt, à mon sens, de la profondeur de transe, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est un moyen pour amplifier. Et en même temps, la transe, c'est juste un amplificateur et un catalyseur du subconscient, mais qui, toi, va te permettre de bosser parce que tu vas avoir plein d'outils à ta disposition. L'anesthésie, si tu fais de l'hypnose opératoire, des techniques de réification de la douleur, comme l'indiquait Sandrine, si tu veux faire endormir quelque chose, etc. Dès que le subconscient s'active, tu as accès à toutes ces ressources. Voilà. Alors que si tu es que dans de la transe de relaxation, tu n'as pas accès à ces ressources-là parce qu'il ne s'est pas activé. Voilà. Mais il faut mixer les deux, en fait. J'ai une question. Amplifier le subconscient, ça revient à la mise en mouvement? Alors, amplifier le subconscient, pas forcément. C'est en fait développer des phénomènes hypnotiques qui vont… Quand tu fais des phénomènes hypnotiques, au début, tu fais des phénomènes physiques. Donc, c'est du mouvement.
mouvement idéomoteur, ok. Tu vérifies, ça c'est très facile à obtenir. Hein. En général, en transe légère, même tu l'as. Ensuite, tu vas passer en transe moyenne. En fait, ce qu'on appelle les échelles de transe, c'est quelque chose qui a été créé à partir de l'école de Nancy, début du XXe, pour caractériser en fait la profondeur de transe. Et comment on l'a caractérisé? Tout simplement en observant qu'est-ce qu'on pouvait faire comme phénomène, soit psychologique, soit physiologique associé. Et on s'est rendu compte en fait que le subconscient, c'est un peu, moi l'image que j'en ai, et ça vient de la pratique de la street hypnose, c'est un peu comme une marionnette que tu animes. C'est-à-dire il faut donner vie au subconscient. Et pour donner vie, au début, tu vas commencer par créer des phénomènes physiques, tout simplement. Mouvement idéomoteur, ok, un bras, une main qui répond automatiquement. Ensuite, ça va être des catalepsies, sachant qu'une catalepsie, ça peut être de 3 ordres. Ça peut être rigide, ça peut être mou, ou ça peut être collé. Genre, les mains sont collées, c'est une catalepsie. La définition d'une catalepsie, c'est en fait tu relègues une partie du fonctionnement musculaire au subconscient. Ce n'est plus le conscient. Et souvent, même, tu fais un conflit. Essaye de décoller tes mains consciemment, et plus tu essayes de décoller, tu fais une reverse suggestion, plus elles se collent. Ce qui veut dire qu'en fait, à ce moment-là, tu sais que c'est le subconscient qui est le boss. Ensuite, tu vas dans les phénomènes où il y a encore plus d'amplitude au niveau du mouvement dans le corps. Ça va être souvent les lévitations, ou bien les mouvements, les mains qui pédalent toutes seules, ou bien moi je fais danser les mains au cabinet, ou pédaler, bon, peu importe. Les mains, il faut que ça bouge. Pourquoi on fait bouger les mains plus que les doigts de pied ou autre chose? Tout simplement, c'est déjà plus facile, mais surtout, il faut savoir que la représentation cérébrale, au niveau des aires cérébrales, ça c'est ça s'appelle le monculus de Painfeld, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que n'importe quelle autre partie du corps. Donc, dès que tu fais bouger les mains, les doigts, tu sais que tu as des représentations, des activations d'aires cérébrales qui sont beaucoup plus évoluées. Ensuite, tu vas dans les phénomènes émotionnels. À chaque fois que je touche le bras ou à chaque fois que j'appuie sur l'épaule, vous allez sentir une vague de relaxation, de détente, de bien-être, etc. Ensuite, tu vas dans les phénomènes en fait cognitifs. D'abord, les phénomènes mnésiques, l'amnésie. Et puis après, dans les phénomènes cognitifs les plus élaborés. Et dans les phénomènes cognitifs, en fait, tu vas aller dans les phénomènes hallucinatoires, hallucinations positives et négatives. Hallucination positive, c'est ouvrez les yeux. Dans votre main, vous voyez une pomme et vous la mangez. Et le patient ouvre la main, voit une pomme, la mange, et surtout, son cerveau lui restitue tout. Le goût, le bruit quand il croque dans la pomme, et en même temps, l'image de la pomme. Et hallucination négative, c'est n'importe quel élément du VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, digestif, que tu élimines. C'est-à-dire, je claque des doigts, ouvrez les yeux, vous entendez ma voix, mais je disparais. Et le patient ne te voit plus. Ou bien vous ouvrez les yeux, vous êtes dans une forêt, ou bien l'environnement a disparu, vous êtes ailleurs, etc. Et ça, c'est la définition de la transe profonde, somnambulique totale. Alors, il faut savoir qu'une anesthésie profonde, comme le fait Kruger, c'est en fait une hallucination kinesthésique négative. Ouais. Voilà. C'est pour ça que c'est un bon niveau hallucinatoire et c'est pour ça que les patients ils sont entraînés. Mais ils pourraient l'avoir du premier coup. Et ça, tu l'as du premier coup. Chez qui, à ton avis? Chez les enfants? Eh bien sûr. Chez les somnambules. Ils sont somnambuliques très rapidement. Les enfants, tu leur dis 1, 2, 3, poum, tu plonges, ferme les yeux, tu vas dans le sommeil. Quand tu ouvres les yeux, tu es dans la forêt. Ils sont dans la forêt, mais pour du vrai. C'est-à-dire, c'est vraiment le rêve éveillé. Là, tu as le somnambulisme total et la transe somnambulique chez les enfants, elle est particulièrement agitée. Oui, bouge. Ça bouge tout le temps. Voilà. Et donc, alors après, une astuce aussi, et ça, c'est plus orienté thérapie et qui est très puissante, si tu veux développer très vite chez les patients et les entraîner à la transe somnambulique, c'est l'écriture automatique. Voilà. Et ça, et je ne sais pas si Ghislaine, elle est là. Oui, je suis là. Ouais, je te vois plus que dans le noir, mais on avait fait ensemble, tu te rappelles? Oui, je me rappelle, comme si en hypnose expérimentale. Et c'est un truc qui n'est pas facile à obtenir, mais par contre, c'est tellement puissant et tellement dissociatif que quand tu le fais, alors là, pour le coup, ce n'est pas comme l'auto-hypnose. Il ne faut pas t'entraîner tous les jours. Hein. Sinon, tu vas avoir des troubles dissociatifs de la personnalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'écriture, c'est une activité cognitive supérieure. Donc, au plus tu vas solliciter ça, au plus ça va donner d'espace le plus rapidement possible au subconscient. Mais en fait, quand tu fais de la thérapie, le but de tout ça, c'est juste un moyen. Le but, c'est que tu puisses communiquer avec ton patient. Bien sûr.
Donc, tu le fais parler tout simplement. Ouais. Tu lui fais pas faire, tu lui fais pas s'entraîner à faire 1 heure d'écriture automatique juste pour questionner le patient. En fait, on fait des stratégies qui sont des biais, pas cognitifs, mais des biais hypnotiques qui nous permettent d'aller plus vite en cabinet et d'avoir les résultats et les réponses dont on a besoin. Tu n'aurais pas besoin d'entraîner ton patient à faire de l'écriture automatique, mais perso, c'est un exercice qui est très, très intéressant. Ouais, j'ai déjà essayé, hein, mais… Ouais. Mais alors ça, c'est comme l'auto-hypnose. Il faut qu'on te le fasse une première fois, qu'on te fasse un ancrage pour que tu comprennes le truc, tu vois. Ou c'est comme apprendre, comme disait Richard, l'hypno-anesthésie à quelqu'un. Il faut qu'on te le fasse d'abord et puis après, on te fait un ancrage pour que tu puisses le refaire et tu te réentraînes, quoi. Est-ce que vous avez des questions? On va clore bientôt le oui, j'ai une question. Jean-Louis, de La Réunion. Oui, oui, Brice. Bonjour. Il est un peu tard chez moi, mais voilà. Brice, en fait, moi, je t'avais dit, j'interviens dans un centre de rééducation. J'interviens pas mal avec des kinés sur le projet de douleurs chroniques. Des fois, j'ai des demandes avec les kinés pendant que, en fait, je demande la personne sous hypnose. Et eux, ça les permet en fait de manipuler les personnes, mais qui ont des douleurs chroniques et surtout qui peuvent les manipuler dans des angles où ils ne ressentent rien. Et du coup, j'ai testé les vidéomoteurs. Enfin, j'ai testé en fait par rapport à tes vidéos, j'ai testé. Et du coup, ça a marché, quoi. J'ai mis la personne sous hypnose en transe somnambulique, j'ai testé, j'ai validé. Et après, j'ai fait un geste vidéomoteur. Ouais. J'ai fait qui fait l'alphabet du bien-être. Et du coup, la kiné a pu travailler dans un angle assez important où vraiment, ça a eu un résultat vraiment merveilleux, quoi. Merci. Ah ben ça, c'est sympa parce que ça, c'est vraiment une… Moi, je trouve que tu vois, dans le domaine médical, mais surtout paramédical, il y a une profession qui a besoin de l'hypnose, c'est les kinés et les ostéos. Parce qu'ils ne travaillent et qu'avec pourtant, des c'est une kiné qui patients… était formée. Ah ouais. C'est une kiné qui était formée à l'hypnose, mais plus ericksonienne, elle a fait LDU. Et du coup, quand moi, en fait, elle était surprise en fait, de pouvoir travailler dans des angles un petit peu… voilà, donc c'est un test que j'ai fait, donc ça a marché, quoi. Et, donc voilà, donc là, de plus en plus, on essaie d'ouvrir. Et donc là, comme je suis vraiment sur le projet douleur chronique, et voilà, enfin, j'ai pas mal de questions à te poser dans les dates de session. Voilà, c'est vraiment… parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément, surtout dans le centre de rééducation où j'interviens, où la douleur est vraiment, c'est un aspect vraiment hyper important, quoi. Et là, du coup, enfin, moi, j'ai le médecin prescripteur, je travaille aussi avec un psychologue. La dernière fois, tu disais, par rapport aux régressions, enfin, quand la douleur, on a fait tout le tour au niveau médicamenteux, au niveau imagerie, tout ça, tu disais, quand la douleur persiste, il y a un apport émotionnel, il y a vraiment quelque chose d'émotionnel qui est présent. Mais quelle est ma marge, moi, de travail par rapport à… ben justement, c'est-à-dire, moi, l'émotionnel, je peux intervenir dessus parce que vu que je travaille directement avec une psychologue aussi. Quelle est ma part, si tu veux, ou à ce domaine-là, enfin, à quel niveau je peux vraiment intervenir, quoi, sur les douleurs chroniques, si la douleur persiste, en fait. Alors là, on sort un peu du cadre du virtual chapter de ce soir, mais je te réponds. En fait, dans les cas de douleur chronique, si tout a été fait, etc., tu peux aller investiguer ça en hypnoanalyse et en technique de régression. Même si la personne, par exemple, elle est suivie par une psychologue. Bah, si tu veux, l'hypnose, même si… Alors après, tu peux discuter, ça dépend des rapports que tu as avec le psychologue, mais dans l'idée que j'en ai, c'est l'hypnose ne joue pas avec les mêmes outils, avec les mêmes stratégies que le psychologue, qui va être davantage une thérapie par la parole. Ouais. Donc, en transe, dans des cas de douleur chronique, l'indication, c'est… Il y a deux types d'hypnose, en fait. Il y a ce qu'on appelle l'hypnose par suggestion. La métaphore, c'est une suggestion. Toutes les stratégies qu'on a décrites ce soir, c'est de la suggestion. Et après, il y a l'autre domaine de l'hypnose, de l'hypnothérapie, c'est l'hypnoanalyse, dans lequel, à ce moment-là, tu vas établir une communication avec le subconscient et faire travailler le subconscient du sujet pour aller principalement trouver la cause. Voilà. Et en anglais, on dit souvent « the issue is in the tissue », c'est-à-dire le problème est dans les tissus.
et il est stocké, et ça, Richard pourrait nous en parler longuement, au niveau émotionnel dans cette zone-là. Et donc, ce qui est toujours intéressant, en accord avec le psychologue, évidemment, c'est d'aller investiguer ça en hypnose pour voir à quoi ça correspond, cette zone. Sur le plan émotionnel, mais surtout sur le plan traumatique, c'est-à-dire à quel moment ça a commencé, à quel événement, etc. Et ça, c'est toutes les techniques d'hypnoanalyse et de techniques, ce qu'on appelle les HRT, c'est-à-dire hypnothérapie par régression, dans le module 2 là, que tu fais, sur la notion hypnoanalyse. Voilà. Et ça, on en reparlera à la rentrée, parce que je t'expliquerai. Si je peux me permettre, Ouais. Brice, moi, ça me fait penser à plusieurs personnes que j'ai eues qui avaient des douleurs chroniques, mais en réalité, c'est la douleur du passé et le choc émotionnel par rapport, moi, dans mon cas, c'était des personnes qui avaient eu des accidents et qui avaient, cette régression, elle a permis d'aller régler la colère, le sentiment d'injustice par rapport à ce qui leur était arrivé. Et à partir du moment où, justement, cette régression a été faite, la douleur, elle a complètement disparu. Impeccable, merci. Exactement. Ouais. Ah ouais, ça c'est la magie de l'hypnoanalyse et de la régression, c'est-à-dire là, tu as des, entre guillemets, des choses pas miraculeuses, mais spectaculaires en termes de rapidité de guérison, surtout sur de la chronicité. Et quand je parle de chronicité, c'est pas que de la douleur physique, ça peut être aussi émotionnel, tu vois. On en reparlera. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce qu'on va clore le virtual chapter? Ok, pour ce soir. Alors, Kruger, la suite. Marc va nous dire ce dont il va nous parler par la suite. S'il veut bien, s'il met sa vidéo. Ah oui, excusez-moi. Donc, en fait, derrière, je reprends un petit peu la modélisation induction, trans, exduction, en parlant effectivement, en reprenant le livre sur la profondeur de la transe, les deep nerves dont il parle aussi. Et puis un tout petit peu d'hypno, effectivement, analyse que tu disais, il a modélisé des techniques psychiatriques qu'il a appliquées, qu'il a utilisées au cours de l'hypnose. Excuse-moi, Marc, est-ce que quand tu auras fini ta présentation, tu pourras nous faire passer le PowerPoint, étant donné que quand on parle anglais, on peut pas, quand on parle pas couramment anglais, on peut pas se plonger dans le livre, c'est assez dur. Donc un petit résumé. Je le passerai à Brice, puis Brice le remettra à tout le monde. Oui. Merci beaucoup. Merci pour le boulot en tout cas. Merci pour tout ce travail, Marc. Ouais, bravo, super. Et comme ça, on clôturera le chapitre Kruger. Et moi, je vous ferai un bref débrief du deuxième bouquin de Kruger, qui est que sur l'hypnothérapie. Et ça va intéresser tous les hypnothérapeutes qui sont là, parce qu'il avait plein de stratégies et de techniques que tu retrouves nulle part ailleurs. Mais vraiment. Beau teasing. Ouais. La suite au prochain numéro. On va saliver d'impatience alors. Voilà. Bon, passez à tous un bon été. Le prochain le prochain numéro. Alors le prochain, on le fera. Je pense que ça va être octobre. Moi, j'ai un truc avec les élèves là, du Develman Hypnosis Institute septembre. Donc, on le fera le mois d'après, octobre. Voilà. OK? De toute façon, je ferai l'ordre du jour, j'enverrai tout ça à tout le monde. Et comme ça, vous aurez le temps de… Plutôt vers quelle date? Vers mi-octobre? Ça va être, je ne sais pas, vers le premier mardi d'octobre ou le deuxième, enfin un truc comme ça, quoi. D'accord. Ok. En tout cas, merci à tout le monde. Allez, un grand merci à Marc pour son super boulot. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Brice. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Ciao, merci. Super, Brice. Merci pour le partage. Super, Marc. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée. À la prochaine. Salut. Vacances.